Bonsoir, Majib est là. Mohamed Badiane, merci de regarder ton professeur, il est là devant toi. Nous sommes à Saint-Louis du Sénégal aujourd'hui avec M. Majib Diagne. Bonsoir à vous. Depuis la ville de Mamkoumba Bang. Et du président Oudidjo. Absolument. Nous sommes à Saint-Louis du Sénégal, à Flamengo, avec Majib Diagne et nous allons parler de ressources humaines. Monsieur Majib, dans un moment, le temps d'écouter Ndarguet de Youssou Ndour. Dans un moment avec M. Majib Diagne, nous allons parler de ressources humaines et plus précisément de recrutement. Bienvenue à Saint-Louis du Sénégal. Aïe, Alpha Ba vous salue, M. Diagne. Bien le bonjour à Alpha. C'est avec M. Majib Diagne et nous parlons aujourd'hui de recrutement. C'est ça, Majib? Oui, tout à fait. Voilà, M. Diagne, on va commencer. D'accord, M. Seck. Merci à tous ceux qui nous suivent, merci à tous ceux qui suivent M. Majib Diagne. Alpha Ba, depuis la Guinée. Alpha Ba vous salue, M. Diagne, depuis la Guinée. Bien le bonjour à Alpha. Excellent. Très bien. Léo Sarr, vient de se connecter, ISM Thiès. Actuellement, voilà, bonjour. De la part de M. Diagne, Léo Sarr. Nous sommes en direct depuis Saint-Louis du Sénégal, la ville du président Amadou Diaw et de Mamkoumba Bang. N'est-ce pas, M. Majib? Tout à fait, M. Seck. Et aujourd'hui, nous allons parler de recrutement. M. Diagne, on va définir le concept de recrutement, voir ensuite son importance dans l'acquisition des ressources humaines d'une société, les enjeux du recrutement, comment réussir au recrutement. Vous qui recherchez un emploi, M. Diagne va vous donner des conseils
et va vous donner peut-être les questions qui viennent le plus souvent lors des recrutements. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je rappelle que nous sommes à Saint-Louis du Sénégal, ville de Teranga, ville d'hospitalité. Ville d'hospitalité. Et nous sommes en live depuis Saint-Louis. On va être live du jour. Merci à vous qui nous suivez depuis Saint-Louis du Sénégal. Je suis avec M. Majib Diagne et nous allons parler de recrutement. J'ai fait mon live depuis Saint-Louis du Sénégal sur la télévision digitale du marketing. M. Diagne, vous êtes à Saint-Louis? Oui, M. Sek. Depuis quand? Depuis hier soir. Nous sommes 17h passées, c'est l'heure de Takusan, comment vous trouvez Takusan Ndarguej? Écoutez, moi, avec les belles filles que nous avons croisées dans les rues tout à l'heure. Écoute, moi je suis natif de Saint-Louis. Ah, vous êtes de Saint-Louis? Vous êtes chez vous donc, Saint-Louis, la ville de Majib Diagne. Je suis chez moi, je suis natif de Saint-Louis, donc Takusan Ndarguej, c'est des choses que je connais encore. Très bien. Mais que j'apprécie toujours. Très bien, très bien. Saint-Louis, c'est une très très belle ville. Ouais. C'est une très belle ville, c'est pas pour rien qu'on a fait la capitale du Sénégal. Ouais, ouais. Et nous avons le pont Faidherbe derrière nous. Effectivement, qui sert à relier l'île au reste de la ville. Et c'est quand même un bon moyen de locomotion. Très bien. L'île n'étant pas très grande, donc il était nécessaire d'avoir un pont qui fasse la jonction entre l'île et l'extérieur, sort comme on dit, qui permettait éventuellement de pouvoir accueillir un peu plus de population. Les internautes demandent à ce que monsieur parle un peu plus fort déjà. D'accord. Okay. D'accord. Qui est Majib Diagne? C'est difficile de dire, mais Diagne Abdou Majib, je suis un consultant spécialiste en matière de management des ressources humaines, avec un parcours qui m'a conduit dans différentes entreprises. J'ai occupé les fonctions de directeur des ressources humaines, directeur de l'administration des ressources humaines, dans des secteurs d'activité aussi, la télévision, les industries. Vous avez fait la télévision? Oui, j'ai travaillé 5 ans à la radio-télévision sénégalaise. D'accord. Donc ensuite, je suis allé à la compagnie sucrière, j'ai quitté, je suis allé au niveau de Sénégal Découverte Touristique, ensuite passé au niveau de Sénégal Découverte Touristique, c'est un peu filiale de l'opérateur français qui s'appelle FAM. Ouais, FAM, ouais. Ensuite, je suis passé dans les collectivités locales, pour ensuite partir à l'université. Bayan demande à ce que M. Diagne parle. À l'université et aujourd'hui encore toujours à l'université, mais ayant un cabinet de ressources humaines et puis conseillant des entreprises. Des entreprises qui évoluent dans le domaine de l'énergie, des BTP, de la logistique. D'accord, d'accord. Donc voilà un petit peu le parcours de M. Diagne. Et par ailleurs, je suis enseignant formateur et consultant au niveau de quelques écoles de formation. ISM, pour ne pas le nommer, Etika, IAM, AFI, voilà. Très bien. M. Diagne Majib, Abdoul Majib Diagne est sur Marketing TV Monde aujourd'hui. M. Diagne, vous avez un cabinet de recrutement? Oui, parlez-nous un peu du cabinet. J'ai un cabinet de ressources humaines qui s'appelle AMDRH Consulting. AMDRH Consulting, oui, qui est basé à Dakar, au niveau de la cité Cœur d'Amel. Cité Cœur d'Amel. Oui, où on fait du recrutement pour le compte de certaines des entreprises, de la gestion des ressources humaines, parce qu'il y a certaines entreprises qui nous ont externalisé la gestion de leurs ressources humaines. Très bien. Nous occupons de tout ce qui est gestion au quotidien de ces ressources humaines. Nous faisons de la formation. Nous faisons aussi de l'externalisation des ressources. Donc, véritablement, beaucoup de demandes d'entreprises qui nous demandent à ce qu'on leur gère des ressources humaines. Ça veut dire que nous demandons aussi de leur trouver des candidats pour certains emplois. Aujourd'hui, je suis à la recherche d'un
planificateur pour le compte d'une entreprise. En fait, ce qu'on appelle un planificateur, c'est surtout les gens qui ont travaillé dans l'ordonnancement. L'ordonnancement est une matière qui permet un petit peu... Monsieur, je demande à ce que vous parlez un peu plus fort. L'ordonnancement est une science qui permet un petit peu d'agencer les travaux à effectuer dans le cadre du ça peut être des commandes, ça peut être des arrêts programmés, ça peut être des achats de pièces de rechange et tout ça. Donc avoir quelqu'un qui puisse à la fois faire tout ça. Donc quelqu'un qui a une expérience en matière d'entreprise, en matière d'achat logistique et tout ça. Donc en direct sur Marketing TV Monde, M. Majib Diagne est à la recherche d'un planificateur. Exact. Donc si vous avez un bon CV, un bon CV déposé, pas fall. Si vous avez un bon CV, M. Diagne recrute un planificateur. Mam Djumoba, Mami Fall, Baye Hassan, si vous avez un bon CV. M. Gueye, si vous avez un bon CV qui pourrait satisfaire les besoins de M. Majib Diagne, n'hésitez pas à le balancer sur l'adresse mail de sa société, on peut l'avoir. Ça s'appelle, l'adresse mail c'est AMDRH Consulting. AMDR, je vais écrire en même temps. AMDRH Consulting @gmail.com. Voilà. Donc, recherche planificateur. Recherche planificateur. Voilà. Le profil, on peut avoir davantage de détails sur le profil. Alors, c'est un bac plus 3, bac plus 3 et bac plus 5, qui a quelqu'un qui a fait un petit peu d'électrotechnique, un petit peu de logistique, un petit peu de... Donc, si vous avez un profil de logistique... Et surtout qui maîtrise MS Project. Si vous maîtrisez MS Project, c'est surtout ça. Envoyez votre CV sur l'adresse que je viens de mettre en commentaire. Makhtar Ndiaye, je suis dans ta ville, je te salue, mes respects Ndiaye. Monsieur Diagne, on va commencer par quelques définitions. Oui. Ressources humaines. Alors, les ressources humaines, c'est quoi dans une entreprise? Vous savez, dans une entreprise, vous avez des fonctions telles que le commercial, telles que la production, telles que les finances. Et vous avez au-delà, à côté de tout ça, vous avez ce qu'on appelle les hommes qui font tourner tout ça. Donc, qui font tourner tout ça. Il faut des hommes pour produire, il faut des hommes pour vendre, il faut des hommes pour l'argent, pour encaisser de l'argent, et il faut des hommes pour l'organisation. Donc, aujourd'hui, on considère les individus, les salariés, comme ayant des ressources. C'est-à-dire que pouvant faire au-delà de ce qui est demandé, ils peuvent faire autre chose, ils peuvent apporter des choses. C'est pour ça qu'on appelle ça les ressources humaines. On va même aller plus loin pour appeler le capital humain. Ça, c'est pour prendre la dimension humaine et surtout pour permettre de dire qu'il y a du potentiel qui est en chaque salarié. Et que ce potentiel-là, il faut l'exploiter, mais aussi il faut le fructifier. C'est ça les ressources humaines dans l'entreprise. C'est l'un des piliers de l'entreprise. C'est l'un des piliers de l'entreprise. Parce que même les entreprises qui ne fonctionnent que sur la base de l'automatique ont besoin d'avoir des ressources humaines, ne serait-ce que pour commander ces automates, ne serait-ce que pour concevoir ces automates. Ils ont besoin de ces ressources humaines pour ça. Et c'est quoi le management des ressources humaines? Alors le management des ressources humaines, c'est l'art et la manière, et toute la science, de faire en sorte que l'ensemble des acteurs, l'ensemble des salariés qui sont autour de l'entreprise puissent donner le meilleur d'eux-mêmes pour que l'entreprise puisse atteindre ses objectifs. En réalité, une entreprise, elle est conçue pour atteindre des objectifs. Et donc, le management des ressources humaines peut se résumer en une science matière, en une science, un art, une technique, en tout cas, qui permet de sortir le maximum de chaque salarié. Dans chaque salarié, il y a des potentiels, il y a des aptitudes, il y a des capacités. Donc il faut mettre en synergie tout ça pour sortir ça, afin que l'organisation puisse atteindre ses objectifs. Et quel est le quotidien du responsable des ressources humaines? Qu'est-ce qu'il fait tous les jours? Vous avez occupé le quotidien du responsable des ressources humaines, il est divers et varié. Donc vous avez une partie, ce qu'on appelle la partie administration du personnel, qui est le quotidien, c'est tous les actes administratifs, les déclarations du mouvement du travail, les demandes de congés, les demandes de sanctions, tout ça, que l'on gère, d'accord, mais qu'on délègue à une équipe qui s'occupe de l'administration au quotidien. Ensuite, vous avez le volet communication, parce que on est dans une organisation. Tous les actes que nous posons constituent des messages envers les uns et les autres. Et donc à partir de ce moment, nous devons gérer ce volet de communication, qui peut être
mais je parle ici de communication interne, toute la communication destinée aux salariés. Je demande toujours de... Toute la communication destinée aux salariés. Oui. Donc, on gère ça. On gère les négociations avec les syndicats, les organisations syndicales qui sont les partenaires de la direction des ressources humaines. À côté de ça, vous êtes amené à faire du recrutement parce que l'entreprise a très souvent besoin d'avoir des puissants neufs, d'accord? Parce qu'il y a des gens qui rentrent, il y a des gens qui sortent, il y a des gens qui partent, il y a des gens qui ont d'autres promotions, qui s'en vont ailleurs, tout ça. Et donc vous avez besoin de faire du recrutement. Mais vous avez aussi, le responsable des humains aussi est quelqu'un qui s'inscrit dans la prospective. Quelqu'un qui s'inscrit dans la prospective, c'est-à-dire que quelqu'un qui voit son entreprise, qui voit son environnement, et qui va aller au-delà, qui va voir l'environnement immédiat et l'environnement à un horizon de 3 ans et l'environnement à un horizon de 5 ans, de manière à pouvoir anticiper l'ensemble des aléas ou des phénomènes qui vont survenir. Donc on est dans la prospective, anticiper véritablement et avoir toujours, parce que le but du jeu c'est toujours d'avoir une parfaite adéquation entre les besoins que nous avons à un temps donné et les ressources dont nous disposons. Il nous faut absolument à tout instant qu'il y ait une parfaite adéquation entre les ressources et les besoins. Donc ça c'est l'anticipation qui nous permet de pouvoir tout le temps avoir cette adéquation, de savoir de quoi on a besoin à l'horizon N+3, à l'horizon N+5, de manière à soit recruter les ressources humaines qui ont ce profil-là ou former les ressources humaines pour qu'à l'horizon N+3 ou à l'horizon N+5, on ait une parfaite adéquation entre les besoins qu'on aura et ce que nous avons sur la main. Monsieur Diagne, vous avez tantôt parlé de recrutement. Pour avoir des ressources, il faut obligatoirement recruter. Absolument. Recruter. Qu'est-ce que le recrutement, monsieur Diagne? Alors, le recrutement peut être défini comme des actions pour corriger les déséquilibres. Parce que les entreprises peuvent connaître à un moment ou un autre des déséquilibres. Le déséquilibre peut être quantitatif, c'est-à-dire en termes de nombre. Lorsqu'on a insuffisance de personnel ou insuffisance d'effectifs, on est en sous-effectif. Lorsqu'on est en sous-effectif, on a besoin de recruter pour combler notre déficit de ressources humaines. Notre sous-effectif. On peut recruter aussi, c'est pour aussi corriger ce qu'on appelle un déséquilibre qualitatif. C'est-à-dire qu'on peut avoir des ressources humaines, mais ne pas avoir toutes les compétences nécessaires. Donc là, c'est la qualité qui est mise en jeu. Donc le recrutement va permettre de combler ce déficit qualitatif. Donc pour ce faire, donc, on va mettre un ensemble de moyens et d'actions en œuvre pour quand même attirer les gens et puis les faire venir, les gens qui ont les aptitudes et les compétences pour occuper les postes. Donc on va définir le recrutement qui est dans les actions pour corriger des déséquilibres. Et des équilibres pouvant être qualitatifs en termes de compétences ou quantitatifs en termes de nombre. D'accord. Monsieur Diagne, si on est en sous-effectif, on recrute. Et si on est en sur-effectif, qu'est-ce qu'on doit faire? On est en sur-effectif. On peut toujours recruter, hein. Ça n'empêche pas qu'on puisse recruter. Hein. On peut être en sur-effectif quantitativement et être en sous-effectif qualitativement. Et dans ce cas-là, il faut... On peut toujours recruter. Évidemment, on peut toujours faire de la mobilité externe, on peut toujours trouver des solutions pour réduire les effectifs. Mais on peut, le sur-effectif qualitatif n'est pas forcément synonyme de sur-effectif qualitatif. D'accord. Donc, on peut avoir beaucoup de personnes sans pourtant avoir toutes les compétences dont on a forcément besoin. Et donc ça ne nous empêche pas de pouvoir recruter pour combler ces sous-effectifs qualitatifs. Donc l'objectif du recrutement, c'est de combler... c'est de corriger le déséquilibre qualitatif ou quantitatif. Et quelle est son importance à part ça? Alors son importance, c'est que les entreprises ont besoin de se doter de personnel ayant les aptitudes et les compétences pouvant leur permettre d'aider l'organisation dans l'atteinte de ces objectifs. C'est en cela que le recrutement est quelque chose d'important. C'est en cela qu'il est important parce que ça permet quand même à l'entreprise de se doter de personnel. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un environnement concurrentiel. Les ressources humaines sont les facteurs clés de succès des entreprises. Vous avez beau avoir toutes les machines les plus performantes, si vous n'avez pas les ressources humaines les plus performantes, vous risquerez de ne pas être à la hauteur. Alors que c'est pour ça qu'on dit que c'est le facteur clé de succès. Toutes les entreprises ont les entreprises qui gagnent sont celles qui ont les meilleures ressources humaines. Parce que ce sont les ressources humaines qui, par leur inventivité, permettent à l'entreprise de créer, par leur gestion, permettent à l'entreprise d'avoir de la productivité, et par leur implication, permettent à l'entreprise d'atteindre les objectifs. Donc les ressources humaines sont vraiment les facteurs clés de succès des entreprises. Les technologies, toutes les entreprises peuvent avoir la même technologie, mais la différence, elle se fera au niveau des ressources humaines qu'elles auront.
Monsieur Diagne, quelles sont les qualités de bonnes ressources humaines, une ressource humaine de qualité? Comment on la distingue? Alors, une ressource humaine de qualité, c'est une ressource humaine compétente. Compétente. Motivée. Compétente, qui dispose d'un savoir-faire, d'un savoir-faire, et motivée. Oui. Et c'est ça qui permet à l'entreprise d'être performante. Une performance, c'est rien d'autre que les compétences que vous additionnez, que vous motivez par la motivation, et qui permet à un salarié d'être performant. Si un salarié est motivé et qui dispose des compétences, obligatoirement, il va être compétent. Il va être performant. D'accord? Donc, les ressources humaines de qualité, c'est des ressources humaines compétentes et motivées, aptes à faire à l'entreprise des bons qualitatifs. D'accord. Des bons qualitatifs. Il faut juste savoir que dans beaucoup de situations, on est dans des environnements concurrentiels. Et dans un environnement concurrentiel, il est forcément évident qu'il faut nécessairement avoir des ressources humaines de qualité. J'ai pour habitude de dire que si le Barça ou le Real, n'en déplaise aux supporters des uns ou des autres, sont par moment, à un moment où on est désigné comme étant les meilleures équipes du monde, c'est parce qu'à un moment donné, elles ont les meilleurs joueurs. Momentanément, elles sont les meilleurs joueurs qui leur permettent de gagner. Je rappelle que nous sommes à Saint-Louis du Sénégal et nous sommes avec M. Majib Diagne. On va marquer une petite pause, M. Diagne, avant de poursuivre. Merci à tous ceux qui suivent Abdoul Majib Diagne. Il est là depuis Saint-Louis, Sonia Badiane, Madi Sissoko Meyan Diouf, Hassan Faye depuis Mour, Ibrahima Diop, Amadou Bamba Mbaké depuis Thiès, Mababa Diouf. Oui, Monsieur Diagne vous dit bonjour. Pauline Gomis, Pauline Goubès. Suleiman Sissé, Kernofal, Daouda Koulibaly depuis Lille. Merci professeur Morsek, Martar Ndiaye. Martin Ndiaye, on vient à Saint-Louis, il est hors de Saint-Louis. Modou Sek, Aminata Ba, Bamba Rek, Papal, Madamagnan, Sidi Boyan, Mamdou Moba, Mami Fall, Bayasan Fall. Merci à vous qui nous suivez. Ah, il y a quelqu'un qui demande à ce que je vous serve un café. Vous voulez un café, M. Diagne? Avec plaisir, please. Voilà la surprise du jour. Oui. Oh! Oui. Oh! Oh! Voilà la surprise du jour. Ça se passe sur Marketing TV Monde. C'est qui a demandé à ce qu'on fait Bah, vous connaissez. Alpha Ba. Samba. C'est la pause café, hein? On va parler des enjeux du recrutement dans un moment. Samba. Please. 2 cups of coffee. 2 cups of coffee. Voilà, merci. Merci. Voilà cette surprise de Saint-Louis. C'est le lion qui
passé en direct sur Marketing TV Monde. Monsieur Diagne, on était en train de voir l'importance du recrutement. Est-ce qu'on peut avoir les enjeux? Quels sont les enjeux liés au recrutement, monsieur Diagne? Je rappelle que nous sommes en direct depuis Saint-Louis du Sénégal. Le recrutement est quelque chose de très stratégique pour une entreprise. Oui. Le recrutement, c'est la porte d'entrée. Ouais. Ça va conditionner les autres processus RH qui vont suivre. L'évaluation, la formation, la gestion des carrières. Ça dépendra du recrutement. Donc, vous réussissez votre recrutement, les autres processus que vous allez mettre en place, vous allez les réussir. Si vous ratez votre recrutement, vous risquez de rater quand même un petit peu les autres processus, à savoir l'évaluation, la formation, la rémunération, la gestion des carrières. Tout ça, ce sont des éléments qui dépendent de la qualité de votre recrutement. Ouais. Ça, c'est un. Deuxième chose aussi, le recrutement a des implications, a des aspects administratifs et financiers. Ouais. Quand vous recrutez quelqu'un, ça va nécessiter forcément d'y consacrer beaucoup de temps et d'argent. Donc vous avez tout intérêt à recruter, parce que si vous reloupez votre recrutement, c'est que vous avez perdu de l'argent et du temps. Et où on perd de l'argent? On perd de l'argent dans les annonces seulement? Bien dans... On perd de l'argent dans les annonces, on perd de l'argent dans le travail qui aurait pu être effectué par d'autres, par des salariés, mais qui ne l'ont pas effectué et qu'ils ont consacré à ce recrutement-là. Tout ce temps de travail-là doit être valorisé. Et on perd de l'argent parce que le recrutement n'est fini, n'est terminé que lorsque le salarié devient véritablement opérationnel. Entre-temps, il peut avoir fait des erreurs et tout ça, vous supportez tout ça. D'accord, en vous disant qu'il va être opérationnel. Et quand il sera opérationnel, il sera rentable. Donc si vous loupez ça, tout ça, vous allez désigner quelqu'un pour l'assurer, pour assurer son tutorat. Donc tout ça, c'est du temps, et du temps, c'est de l'argent. Donc c'est pour ça qu'il faut payer à faire un bon recrutement pour ne pas faire tout ça. Et si vous recrutez quelqu'un qui ne fait pas l'affaire ou qui repart après, vous entrez encore dans un processus de recrutement à la recherche encore. Et vous redéployez encore les mêmes stratégies. D'accord? Les annonces, l'analyse du poste, les annonces, les réceptions des CV. Vous allez dédier des gens à cette activité-là. Cette activité-là va coûter du temps à l'entreprise. Et au final, c'est pour ne pas avoir un résultat qui est plus humain. Donc pour avoir de bonnes ressources humaines, il faut faire un bon recrutement. Il faut essayer de faire un bon recrutement. Et comment réussir son recrutement? Alors comment réussir son bon recrutement? C'est d'abord, il faut bien cerner son besoin. Savoir son besoin. Il faut bien connaître son besoin, l'analyser en profondeur. Savoir effectivement si ce besoin-là, il est ça. C'est ça mon besoin. Une fois qu'on a un besoin, qu'on a analysé, on fait une description du poste que vous allez pouvoir. Une description du poste réaliste et actuelle. Ce qu'on entendait par réaliste. C'est-à-dire qui correspond à ce qu'exactement on va faire dans le poste. Pas des descriptions de poste fantaisistes ou d'accord, ou véritablement on a dans vague comme ça. C'est-à-dire qu'il faut dire que sur ce poste-là, voici un ensemble d'activités qui seront exécutées. Donc ça c'est réaliste. D'accord. Et pour ce faire, vous analysez les emplois, vous voyez un peu qu'est-ce qu'on écrit, la description comme ça. Donc c'est réaliste. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous utilisez des canaux de recherche le plus élastique possible. Et il faut être très rigoureux dans la sélection. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les différents canaux de recherche? On peut aller chercher soit dans les écoles. Dans les écoles? C'est des canaux de recherche. On peut aller directement dans l'école de formation et on a besoin de telle personne. Dans les écoles de formation, vous pouvez aussi vous adresser à des agents de placement. Comme votre société. Comme la nôtre. Il s'agira d'essayer de trouver la personne adaptée. Comme disait un de mes grands qui dit qu'on s'agit de trouver le mouton à 5 pattes. Le mouton à 5 pattes, l'azora. On peut aussi regarder un petit peu dans la base de données. Parce que très souvent on reçoit des CV de candidatures spontanées. Vous regardez ça. Et au besoin aussi, on peut aller piocher dans les entreprises. Parce que
Les salariés sont dans des entreprises. On peut également aller sur les réseaux sociaux. On peut aller sur les réseaux sociaux, pour aller trouver. Mais on peut aller aussi dans les entreprises pour trouver, parce que les salariés c'est les concurrents. Oui, bien sûr, les salariés sont dans des entreprises, mais les salariés ne sont pas mariés aux entreprises. Est-ce que c'est éthique aller dans une entreprise et dire j'ai besoin de... Non, vous n'allez pas dans une entreprise, mais vous n'allez pas dans une entreprise et dire que j'ai besoin de quelque chose. Non, on ne vous laissera même pas rentrer. Non, on ne vous laissera même pas rentrer. Mais parce qu'aujourd'hui, quand vous ouvrez n'importe quel journal, vous avez des offres d'emploi. Donc vous publiez vos offres d'emploi et les gens qui sont dans des entreprises vont pouvoir poursuivre. Le tout, c'est que vous soyez attractif. Il faut tout simplement que votre entreprise soit attractive. D'accord. Tout simplement ça qui fait que les gens vont venir voir pour nous. Il y a Dacosta, il y a Yag Dacosta, je ne sais pas si j'ai bien prononcé, qui dit que vous avez trouvé un stage à Richard Toll. C'est possible, bien sûr. J'ai trouvé beaucoup de... J'ai quand même placé beaucoup de... Et comment vous faites? Vous sélectionnez les meilleurs ou bien vous sélectionnez vos amis? Non, je sélectionne. Enfin, je sélectionne... En général, mes étudiants, mes anciens étudiants, je les aide à trouver un stage. Donc, de par mon réseau, je les aide à trouver un stage dans mon réseau. D'accord. Non, c'est bon. Merci. Je les aide à trouver un stage dans mon réseau. Mais je ne sélectionne pas, d'accord? C'est véritablement à chaque fois quand je peux placer, je peux aider mes anciens étudiants. C'est toujours un plaisir que je le fais. Mais vous prenez qui? Les bons ou les très bons? Bon, ou les moutons avec 5 pattes? Non, je prends généralement quand même les bons, parce que quand même c'est des recommandations que je fais à des connaissances en réseau de... Et vous n'avez pas droit à l'erreur, comme vous l'avez dit. Je n'ai pas envie de recommander quand même des gens moyens, quoi. Je vais recommander des gens qui sont bons, quoi. Donc si les étudiants veulent avoir rapidement du travail, ils ont intérêt à être bons. Oui, tout à fait. Ça, c'est le... Parce qu'on est dans un environnement de compétition, je le fais souvent en classe, on est dans un environnement de compétition. La sonatelle qui va dans une école pour rechercher, et elle va chercher le premier de la classe, il ne va pas chercher le dernier de la classe. On va prendre en priorité le premier de la classe, pas le dernier de la classe. Donc les étudiants, ils ont intérêt à être bons. Voilà, nous en sommes, je voulais même vous demander des conseils. Quels conseils vous donnez à ces étudiants-là qui cherchent de l'emploi? Alors, le premier conseil que je leur donne, c'est qu'il faut qu'ils soient eux-mêmes. Eux-mêmes. C'est-à-dire que lorsque vous êtes convié à un entretien de recrutement, soyez vous-même. Soyez naturel. Soyez naturel, ne pensez pas que, d'accord? Mettez-vous le focus sur vos atouts. D'accord. Mettez le focus sur vos atouts, ce que vous pouvez apporter à l'entreprise. Et dites-vous aussi que votre vie n'en dépend pas, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants, il y a beaucoup de candidats en emploi. Moi, j'en reçois très souvent. Quand ils arrivent à l'entretien, ils sont venus comme s'ils mendiaient. Oui, j'ai dit, attendez là, ne vous mettez pas dans cette posture. Soyez vous-même, mettez le focus sur ce que vous savez faire. Si on a besoin de vous, on va vous prendre. Si on n'a pas besoin de vous, on vous laisse chercher ailleurs. Oui, vous allez chercher ailleurs. Forcément, il y a. Maintenant, pour ce qui est de la recherche d'emploi, les étudiants, ils ont très souvent tendance à rechercher de la même manière. C'est-à-dire que beaucoup d'étudiants, beaucoup de chercheurs d'emploi ciblent les mêmes entreprises, les mêmes secteurs d'activité, les mêmes zones géographiques. D'accord. Et donc, du coup, il y a énormément de demandes sur très peu de postes. Donc, ça ne facilite pas. Et puis, les étudiants aussi ont très souvent tendance à tous vouloir commencer leur carrière dans les grandes entreprises. Oui, ils déposent à Orange, ils déposent à Tigo, à Expresso. Mais le nombre de petites entreprises qui se créent, le nombre de moyennes entreprises qui se créent, c'est important. Il faut quand même que les gens pensent à commencer là-bas. Et ultérieurement, gravir les échelons et aller dans les grandes entreprises. Mais vouloir directement aller dans les grosses boîtes. Dans les grosses boîtes, le plus clair du temps, c'est des entreprises qui sont dans des environnements très concurrentiels, qui n'ont pas le temps. Et qui ne vous laissent même pas des fois montrer votre talent parce qu'il y a des gens qui sont... de former des gens. On est dans des gens, on a besoin de gens opérationnels. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux aller chercher. Il vaut mieux commencer sa carrière dans les petites entreprises et au fur et à mesure monter pour un petit peu avec les échelons et aller dans les grandes entreprises. Monsieur Elhadj Loum vous salue depuis Kaolack. Mohamed Badiane dit que même en dehors de l'école, monsieur Diagne est disponible. Ce que confirme Sonia Badiane. Voilà, la famille Badiane dit que vous êtes très très disponible. Monsieur Diagne, on va vous laisser boire un café. Merci beaucoup, monsieur Seck. Et on continue avec la musique. Passez mon bonjour à monsieur Loum Elhadj. Monsieur Loum, monsieur Diagne vous dit bonjour depuis Saint-Louis du Sénégal. Prochainement sera à Kaolack, Inch'Allah.
va à l'école prendre un dogo là-bas. Oui, non, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ah, monsieur Noum de nous inviter, on viendra. Si Noum, non, là c'est moi qui vais vous inviter parce que moi c'est moi qui suis. Avec plaisir qu'on viendra à. Le bouquet de la maison comme on dit. Oui, Badiane, merci beaucoup. Je l'avais même oublié, merci. Merci. Badiane et Mababa vous remercie. Oui, passez le bonjour à Mababa. De tout ce que vous avez fait. Mababa. Respect. Respect à vous. Nous sommes à Saint-Louis du Sénégal, ville de Majib Diagne. Voilà, merci à Youssou Ndour. Monsieur Diagne, les autres conseils à ceux qui recherchent de l'emploi. Alors, en attendant d'avoir un emploi, est-ce qu'ils ne doivent pas essayer de faire quelque chose? Oui, dans les écoles de commerce, les gens sont formatés pour être salariés, mais aussi pour créer des emplois. Donc vous savez bien les business plans que les étudiants élaborent à partir de la troisième année. C'est à partir d'idées de projets qu'ils ont qu'on les aide à formaliser ça sous forme de business plan et qu'ils doivent essayer de mettre en œuvre. À défaut de trouver un emploi salarié, ils peuvent mettre ça en place. D'accord. Mais il y a la fois passé un de mes invités qui me disait que les étudiants écrivent seulement pour écrire, mais après ils ne font rien de ces projets-là qu'ils rédigent. C'est dommage. Et c'est là aussi on ne doit pas trouver une solution pour que ces projets soient financés. Ce serait dommage, oui. Ce serait dommage. Aujourd'hui, on pourrait éventuellement solliciter un petit peu les organismes de financement. Oui. D'accord. Il faut savoir que le gouvernement actuel a mis en place ce qu'on appelle la DER, la délégation à l'entrepreneuriat rapide. Je pense que normalement, ils vont peut-être nous voir dans quelle mesure cette institution pour prendre en charge le projet. Et pour cela aussi, il faut que le projet respecte certaines. Oui, il faut que le projet respecte certaines qualités. C'est surtout ça, quoi. Il faut surtout ça. Généralement, je pense que généralement, quand même, les projets qui sont fournis dans les écoles sont quand même de bonne qualité. Le seul problème, c'est que les étudiants, ils ont très souvent tendance à vouloir être salariés. Et donc, du coup, ils délaissent ces projets qui ont. Il y a également des gens qui ne sont pas bons, M. Diagne. Oui, ça évidemment. Ils sont nombreux aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, quand même, on constate quand même de plus en plus d'étudiants qui sont quand même moins performants qu'on peut l'être. Il y a une détérioration un petit peu de la qualité des enseignements qui fait que certains étudiants arrivent à certains niveaux, évidemment, ils ne sont pas à la hauteur. Il y a aussi certains qui ont un bon niveau, mais le jour du recrutement, ils passent à côté. Oui, c'est pour ça que j'ai dit, soyez vous-même. C'est-à-dire que ne pensez pas que votre vie en dépend. Donc soyez relax. Soyez relax, mettez le focus sur vos atouts. Et à partir de ce moment, vous allez pouvoir convaincre les membres du jury. Ce ne sont que des humains qui sont en face de vous. Et il n'y a pas de 90 000 alternatives. Il n'y a que deux alternatives. Ou vous êtes bon, ou vous n'êtes pas bon, ou vous êtes moyen. C'est tout. Donc si vous n'êtes pas vous-même, si vous avez le trac, vous avez peur et tout dans l'ensemble de choses, vous perdez une bonne partie de vos moyens. Et ça va se refléter dans votre performance. Maintenant, en étant vous-même, en vous disant que cet emploi-là, je vais l'avoir ou je ne vais pas l'avoir, ma vie n'en dépend pas. Là, à partir de ce moment, il peut être très performant lors de l'entretien. Et donc, pouvoir convaincre les membres du jury qui sont en face d'eux. Et quels sont les pièges le plus souvent que vous, recruteurs, vous tendez aux candidats? En fait, c'est pas vous en avez aussi, c'est pas que des pièges qu'on tend aux candidats. C'est-à-dire que des fois, on a besoin quand même de voir un petit peu les réactions des candidats, de pousser un petit peu les candidats dans leur dernier transport. Mais le but du jeu, c'est plus de voir un petit peu leur réaction. D'accord? C'est plus de voir un petit peu leur réaction, plutôt que de le tendre des pièges. C'est un petit peu ça. On va essayer de voir un petit peu comment ils réagissent, comment ils prennent en charge des questions qui au départ peut-être n'étaient pas prévues dans leur préparation. Et donc on va voir un petit peu comment ils vont réagir par rapport à ces questions qui leur sont posées. Donc voir un petit peu. En fait, on se pose la question de savoir, en situation de travail, face à des situations imprévues, comment les salariés réagissent. Comment les salariés réagissent. Donc c'est pour ça que en entretien, on leur pose un petit peu ce genre de questions qui sont généralement en déphasage par rapport au thème de recrutement, mais c'est pas le contenu de la réponse qu'ils vont donner, mais c'est la façon, la réaction qu'ils vont avoir pour apprendre la question et pouvoir y apporter une réponse. Est-ce qu'on peut savoir les questions types qui reviennent le plus souvent? Alors, les questions types qui se reviennent très souvent dans des recrutements, c'est d'abord les motivations des candidats, c'est les hobbies, c'est-à-dire les centres d'intérêt, pourquoi tel centre d'intérêt et pas un autre. Quelles sont les motivations pour eux, d'accord?
Qu'est-ce que vous pouvez nous apporter? Qu'est-ce que vous pouvez nous apporter? Et quelles sont vos qualités? Quels sont vos défauts? Ça, ce sont vraiment les questions types qui reviennent généralement dans l'entretien. Et si on demande à un candidat le salaire, comment il doit se comporter? Comment on doit gérer la question salaire? Alors la question salaire est gérée différemment d'un candidat qui est déjà en poste quelque part et d'un candidat qui n'est pas en poste. Un candidat qui est déjà en poste quelque part, il a des outils de référence. Il a son salaire, ses avantages qu'il a. Et donc s'il veut quitter son emploi pour un autre emploi, il a des éléments qui lui permettent de fonder sa prétention salariale. Mais je vois également des gens qui quittent un gros salaire et reviennent à un salaire moyen. C'est pas arrivé. Parce qu'ils se sentent à l'aise dans le nouveau travail. Ça peut arriver, ça peut arriver. Parce que dans le travail, il y a la source de motivation. Ce n'est pas uniquement le salaire. Le salaire est une source de motivation. Les conditions de travail sont une source de motivation. L'environnement de travail c'est une source de motivation. La proximité ou non même de la famille peut être une source de motivation. Quelqu'un qui quitte un job parce qu'il est loin il est à Kidou, il est loin de sa famille, pour aller de sa femme et de ses enfants, et pour revenir à Thiès parce qu'il est plus proche de sa femme, il est à côté de sa femme et de ses enfants. Et donc gagner un petit peu moins que ce qu'il gagnait à Kidou. Donc il y a beaucoup d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte. D'accord. Mais pour en revenir à la question des prétentions salariales, celui qui a déjà un job, il sait ce qu'il gagne, il sait les avantages qu'il a, et il va se positionner en fonction de ça, avec une fourchette basse qu'on prend éventuellement tout ce qu'il gagne, d'accord, plus un montant qui va y ajouter. On ne va pas quitter son poste pour éventuellement avoir le même salaire. Généralement, quand on quitte son emploi, c'est pour avoir un emploi de niveau de responsabilité un peu plus élevé et par conséquent, et donc donner une fourchette basse avec une borne basse comprenant son salaire et ses avantages et son pourcentage, et maintenant avec une borne haute pour permettre quand même de gravir les échelons et de gagner un peu plus que ce qu'on gagne. Maintenant pour ce qui concerne celui qui n'a pas de outil de référence, c'est-à-dire quelqu'un qui sort plus fraîchement de l'école, il doit prendre en compte plusieurs éléments. Le premier élément qu'il doit prendre en compte, c'est l'entreprise. J'ai l'habitude de dire que vous ne pouvez pas avoir les mêmes prétentions salariales si vous êtes appelé par la BCAO ou si vous êtes appelé par un CIE quelconque. Ce ne sont pas les mêmes choses. Le premier élément, c'est ça. Le deuxième élément, c'est le secteur d'activité. Il y a ce qu'on appelle des secteurs d'activité qui sont marchands. Donc, où les gens payent mieux. Deux camarades de classe pour sortir d'une même promotion. L'un se trouvait dans un secteur marchand, banque, finance, assurance, pétrole et tout ça, avec le même diplôme, et l'autre qui se retrouve dans un secteur non marchand, enseignement, santé et tout ça, et il peut y avoir un écart de salaire qui va du simple au bout. C'est parce qu'on n'est pas dans le secteur. Ça, c'est le deuxième élément. Donc, le troisième élément, maintenant, c'est le poste que vous allez occuper. C'est le poste que vous allez occuper. Quand vous n'êtes pas expérimenté, vous êtes assistant ou aide ou second de quelqu'un. Donc, tout ça, ce sont des éléments qui vont entrer en ligne de compte. D'accord. Généralement, les entreprises ont une grille salariale, mais on ne la communique pas. On ne la communique pas, on vous laisse le temps de voir si vous êtes en mesure de vous évaluer. Alors, je dis très souvent aux étudiants, aux chercheurs d'emploi, vous êtes une marchandise qui se vend. Vous avez un prix. Et ce prix-là doit être fixé en considération d'un certain nombre de critères. D'accord. Ne vous surestimez pas. Mais ne vous sous-estimez pas non plus. D'accord. Vous ne pouvez pas sortir d'une grande école, avoir un diplôme, faire des études et tout, et venir dire à quelqu'un, je prendrai ce que vous me donnerez. Si on vous dit, on vous donne 50 000, vous ne prendrez pas prendre. Vous devez pouvoir vous évaluer et dire, moi, je vaux tant, je souhaiterais gagner tant. Une cette comprise entre X, entre une bonne basse et une bonne haute. Un plafond et un plancher. Un plafond et un plancher. D'accord. Mais que ça soit réaliste et que le plafond ou l'intervalle aussi soit un intervalle réaliste. Vous ne pouvez pas dire, je vais gagner un salaire compris entre 0 et 1 million. C'est pas réaliste. Mais une fourchette comprise entre 350 000 et 400 000, ou 450 000, 350 000 et 450 000, ça c'est quelque chose qui est réaliste. Mais une fourchette entre 0 et 1 million, ce n'est pas une fourchette réaliste. Je rappelle que nous sommes ici à Saint-Louis avec M. Abdul-Majid Diagne et nous parlons aujourd'hui de gestion des ressources humaines et de recrutement. M. Diagne, nous sommes presque à la fin de notre émission. Vos derniers conseils aux jeunes qui recrutent. Alors, aux jeunes qui cherchent des emplois. Avant vos conseils, est-ce qu'un commercial se recrute de la même manière que le secrétaire? Non, parce que le plus souvent, un commercial, on intègre des commissions, des primes, etc. Non, un commercial ne se recrute pas de la même manière. D'accord. Une secrétaire, c'est deux corps de métier totalement différents. Et quelle est la particularité des commerciaux? C'est sur sa capacité à persuader, sur sa capacité à vous vendre. Un bon commercial, c'est quelqu'un qui réussit à vous vendre du vent.
C'est ça un bon commercial, c'est quelqu'un qui va réussir à vous vendre du vent. Vous laissez acheter le vent et il s'en va et c'est là où vous vous rendez compte que vous avez acheté du vent. C'est ça le bon commercial. D'accord? Je ne suis pas d'accord avec Magie, mais... Non. Non, c'est ça le bon commercial. Ne faites pas de mauvaises ventes. Non, pas de mauvaises ventes, mais c'est quelqu'un qui d'accord. Une secrétaire, elle est plus dans son rôle d'organisation, de gestion et tout ça, d'accord. Donc, c'est pas les mêmes qualités qu'on recherche. C'est pas les mêmes qualités qu'on recherche. Est-ce que les salaires, ça se négocie de la même manière? Non, ça ne se négocie pas de la même manière. Une secrétaire, elle va avoir un salaire fixe. C'est tout. Un salaire fixe, tu comprends son salaire de base, ses primes et ses indemnités. Un commercial peut avoir un salaire composé à la fois d'une part fixe et d'une part variable, dépendant du chiffre d'affaires qu'il va réaliser. Est-ce que la part variable se négocie? Oui, la part variable peut se négocier. La part variable se négocie en termes de pourcentage. Ça peut se négocier en termes de pourcentage en termes de pourcentage du chiffre d'affaires. 0,05% du chiffre d'affaires réalisé. Donc ça veut dire que si vous faites 100 millions de chiffre d'affaires réalisé sur le moment, vous avez 0,05% qui vont venir s'ajouter à votre part variable. Donc c'est quelque part, c'est source de motivation parce que vous savez qu'une bonne part de votre salaire, c'est vous-même qui le gagnez. Et ça dépend uniquement de vos ventes. Et donc là, vous êtes amené à être très performant. Ça vous pousse à être performant. Conseil maintenant aux jeunes qui nous suivent. Alors aux jeunes qui nous suivent, qui cherchent du travail d'abord. Ensuite, aux jeunes qui travaillent et qui veulent évoluer. Alors aux jeunes qui cherchent du travail, il faut varier les secteurs d'activité de recherche. Ne pas vous focaliser sur les grandes entreprises, genre Orange, Total, secteur d'assurance, Sodantel, RTS, machin. Non, il faut faire ça. Il faut aller au-delà de ces secteurs d'activité. Il y a des secteurs d'activité aujourd'hui qui sont émergents au Sénégal. Les mines. Les mines. Dans la région de Thiès, vous avez des mines. Pas loin de Mboro, il y a des sociétés, des entreprises qui sont installées, des multinationales qui sont là-bas. À Kédougou, il y en a. D'accord, à Bambé, il y a des mines. D'accord, à Matam, ici dans la région nord, à Matam, il y a des mines. Donc ça, ce sont des secteurs. Les nouvelles technologies, le digital. Les nouvelles technologies. Il y a aussi le digital. Il y a aussi le digital qui est quand même un domaine assez neuf et qui recherche les personnes. Ça, ce sont des secteurs d'activité. Il y a aussi les entreprises de cimenterie, de sucrerie. Et il y a aussi des secteurs d'activité que les jeunes n'intègrent jamais dans leur recherche. C'est le secteur de l'agrobusiness. L'agrobusiness, oui. En fait, ils croient qu'avec l'agrobusiness, ils deviennent des éleveurs. Moi, c'est ce que les jeunes me disent. Non, moi, je ne vais pas faire un bac plus ça, aller élever des vaches. Non, mais moi, ça paye bien. Au-delà de ça, c'est qu'un étudiant m'a demandé, monsieur, avec un bac plus 5, qu'est-ce que je peux faire comme travail dans l'hôtellerie? C'est que les gens, ils me connaissent très souvent, ils pensent que l'hôtellerie, c'est que dans l'hôtellerie, il y a une partie technique qui est typiquement de l'hôtellerie, mais il y a une partie administrative. Il y a l'administration. Dans les agrobusiness, il y a une partie purement technique, agriculture, et tout ce que ça compte. Mais il y a une partie qui est purement administrative, purement commerciale aussi. On trouve des contrôleurs de gestion, des entreprises d'agrobusiness ont besoin de contrôleurs de gestion, ont besoin d'auditeurs internes, de comptables, de responsables sociaux. Ils ont besoin de vendeurs aussi, de responsables marketing aussi. Tout à fait. Donc ils ont besoin de tous ces corps de métier. Donc il y a pas, ça n'a rien à voir avec l'agrobusiness. Après il y a des fermiers, il y a les ingénieurs agronomes, et ainsi de suite. Ils vont s'occuper de la partie agriculture, mais la partie administration. Donc il faut que les étudiants pensent aussi à intégrer ces filières-là. Ces filières. Ne pas avoir des œillères en disant non, l'agrobusiness. Ça n'apporte absolument. Aujourd'hui, je parle d'une région qui est la région de Saint-Louis. Pour les plus grandes entreprises qui sont basées dans la région de Saint-Louis, sont des entreprises d'agrobusiness. Vous avez la compagnie supérieure qui est à Richard Toll, qui est une entreprise d'agrobusiness. Vous avez les GDS, la SOCAS, qui est une d'agrobusiness. Vous avez la CSL. CSL pour quoi? C'est cette culture légumière qui est une entreprise d'agrobusiness qui cultive des spéculations telles que le maïs doux, le piment et qui l'exporte vers l'Angleterre. Très bien. Vous avez la CACL qui fait de riz dans la région, d'accord. Vous avez un peu plus loin à Louga, vous avez WAF qui est aussi une entreprise d'agrobusiness implantée dans cette région, qui fait des spéculations telles que le riz et qui l'exporte vers les marchés de l'Europe. D'accord. Dans la région de Thiès, vous avez Ambou, vous avez ce qu'on appelle l'entreprise qui s'appelle Banners, qui est une entreprise hollandaise qui cultive
des terres là-bas, produits, des spéculations à destination du marché hollandais. Donc il y a beaucoup d'entreprises d'agro-business qui s'installent et qui recherchent de la main-d'œuvre. Il faut que les gens pensent aussi, il faut que les chercheurs d'emploi arrêtent systématiquement de vouloir attaquer la Sonatel, Total, la Sénélec, la SDE, toutes ces entreprises. D'accord, il n'y a pas autant d'emplois disponibles dans ces entreprises, sinon ça se saurait. Oui, tout à fait. Donc il y a d'autres secteurs à explorer, tels que les mines, tels que les cimenteries, tels que les sucreries, tels que les entreprises d'agro-business. Donc c'est d'autres secteurs d'activité qu'il faut chercher. Dans l'hôtellerie aussi. Et dans l'hôtellerie aussi. Maintenant, pour ceux d'autres étudiants maintenant qui sont à la recherche d'emploi, si vous ne trouvez pas un emploi, essayez au moins de trouver un stage dans un premier temps. On peut trouver un emploi par le biais du stage. D'accord, on commence un stage dans une entreprise, on donne satisfaction, on propose un contrat déterminé, vous êtes performant, on le renouvelle, vous êtes performant, on vous recrute. Donc vous êtes rentré par le biais du stage, mais vous avez trouvé un emploi. Donc, mais le dernier conseil, c'est que soyez vous-même à l'ordre de l'entretien de recrutement. Variez vos sources de recrutement, variez vos centres de recherche, variez aussi la zone géographique de recherche. D'accord, tout le monde ne peut pas être dans les villes. Il faut qu'il y ait des gens qui soient dans les villes et d'autres qui soient dans les campagnes. Voilà Est-ce qu'on peut rester au Sénégal et déposer au Mali, en France, en Guinée? Bien sûr qu'on peut déposer. Bien sûr qu'on peut déposer. Moi j'ai plein d'amis qui ont trouvé des emplois aujourd'hui, qui travaillent au Rwanda, des autres qui travaillent au Mali, qui travaillent ailleurs. On peut déposer. La compétence et les recherches partout. Un conseil à ceux qui travaillent maintenant? Un conseil à ceux qui travaillent maintenant. Moi j'ai l'habitude de dire aux gens, ne vous fossilisez pas dans les entreprises. Ne vous fossilisez pas, c'est-à-dire ne vous éternisez pas dans les entreprises. Il faut bouger. Je pense que c'est bien de bouger. Comme on dit. Mais si on bouge trop, est-ce que c'est bon aussi? Non. Chaque 5 mois, vous changez de Non, pas chaque 5 mois, chaque 2 ans, chaque 3 ans. Mais c'est pas mauvais en soi. Oui, c'est vrai. C'est pas mauvais, parce que ça veut dire que si vous trouvez des entreprises, ça veut dire que tout simplement, les gens vous disent, mais il n'est pas stable, il ne reste pas. Mais comment ça se fait que chaque fois il trouve un autre emploi? Monsieur Magic est en train de répondre à ta question. Oui, allez-y. Chaque fois qu'il trouve, comment ça se fait qu'il trouve encore des emplois? Il trouve tous des emplois. Ça veut dire qu'il est bon. Il est bon, oui, il est bon. Il est bon. Le focus, il doit être mis sur la compétence. La compétence, c'est ça qui permet de trouver un emploi. D'accord. Alors, je ne dis pas bouger pour bouger comme ça, d'accord. Mais au bout de 3, 4, 5, 6 ans, il faut chercher quand même à s'améliorer. Maintenant, les gens peuvent être bien dans leur entreprise, avoir tout ce qu'il faut, et progresser régulièrement dans l'entreprise. Pour dire que ces gens-là, ils progressent. Mais vraiment. Parce que c'est ça qui fait que les gens sont expérimentés. Si vous n'avez connu qu'un seul système, si vous n'avez connu qu'un seul secteur d'activité, si vous n'avez connu qu'un seul manuel de procédure, si vous n'avez connu qu'une seule culture d'entreprise, vous n'êtes pas expérimenté. L'expérimenté, c'est lui qui a connu 2, 3, 4, 5 cultures d'entreprise différentes, 5, 6 secteurs d'activité différents. Qui a fait plusieurs pays. C'est ça qui fait que les gens sont expérimentés. Et ça, après, forcément, ça va être rémunéré à un moment. Je rappelle que nous sommes ici à Saint-Louis et nous recevions M. Majib Diagne sur Marketing TV Monde. M. Diagne, vous êtes sur la télévision du marketing, la télévision du management. Tout à fait. Que pensez-vous de cette télévision? Mais c'est une très belle initiative qui est à saluer. Merci. Qui ne me surprend pas du créateur, parce que là, c'est quelqu'un que j'ai eu à fréquenter, que je fréquente depuis des années, et qui est tout le temps, qui n'est jamais à court d'idées et qui n'est jamais à court d'initiative. Mais vraiment, c'est tous mes encouragements, toutes mes félicitations. Et je vous retire toute ma disponibilité. On se reverra une prochaine fois, on va prendre en charge un autre thème, toujours pour aider nos candidats. Mais en tout cas, toutes mes félicitations pour cette belle initiative, véritablement. C'est ça en fait. On est formé pour former des gens, mais on est aussi formé pour développer nous-mêmes. C'est ça. C'est vraiment une très bonne chose. Je vous remercie également infiniment parce que je vous ai... D'habitude, j'appelle les gens un mois avant, 2 mois avant. Là, c'est vrai ça s'est fait au pied levé. C'est ça. Donc, c'est vraiment fait au pied levé. Je lui ai dit, ça ne fait même pas 2 heures de temps. Vous avez vu que je n'ai même pas eu le temps de monter la photo. J'ai balancé 2 photos de M. Diagne et hop. Voilà, vraiment merci. Je savais qu'il allait venir, je le connais, je sais sa disponibilité, ce que les gens viennent de confirmer tout à l'heure dans les commentaires. On vient de boucler presque 1 heure de live, M. Diagne. Oui, ça va très vite. Oui. Vraiment merci de la disponibilité.
Et vous êtes à Saint-Louis jusqu'à quand? Je suis à Saint-Louis jusqu'à demain. En fait, j'étais venu dispenser une formation au niveau de l'ISM, Oui. Saint-Louis. Et puis je suis là jusqu'à demain. Voilà, j'espère que les étudiants ont pu suivre cette vidéo. Et encore une fois, merci à tous ceux qui nous ont suivis. On va boucler par la musique de Youssou Ndour. Ndarguej. Youssou Ndour. Pourquoi pas? Ouais. Voilà. Merci, M. Diagne. Merci, monsieur. Merci à vous. Merci, à bientôt. Au revoir. Vas-y. Bon, je peux le regarder ça? Bien sûr, vous êtes en direct toujours, les gens vous regardent. Je suis en direct. Oui. Ah bon? Oui. Parce que j'ai Oui, on va faire un selfie. Depuis Ndar. Depuis Saint-Louis du Sénégal. Au retour à l'hôtel, là, j'ai regardé de là. Ouais, Je regarde sur quel... Marketing TV Monde. Oui. Voilà le grand Majib. On va vous montrer un peu Saint-Louis du Sénégal avant de prendre congé de vous et de libérer notre invité pour qu'il aille se reposer un tout petit peu. Voilà la ville de Mamkoumbabang. Merci à vous, Mohamed Badian, merci Mobava Alsan Diouf. Nous étions en live depuis Saint-Louis avec le grand professeur, M. Abdul Majib Diagne. Majib ndar-ndar bu mag bi Youssou Ndour loolu la wax